Allô? Bonjour madame, je suis Malo de NordVPN. Est-ce que vous auriez un peu de temps, s'il vous plaît, pour que je puisse vous parler de notre offre du moment, avec, bien entendu madame, le plaisir de votre gratitude bienveillante. Ah ouais, non, là, je suis désolée, mais... Merci madame. Lorsque vous naviguez sur internet, vous exposez votre adresse IP et vos données personnelles à la merci des voleurs de données et des pirates. Mais grâce à notre VPN, vos données seront sécurisées. Vous pourrez protéger jusqu'à 10 appareils et il est compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Et de plus, NordVPN compte maintenant une protection anti-menace qui vous protégera des trackers, des malwares, des spyware et des sites web nuisibles. mais est-ce que NordVPN peut m'aider à regarder quelque chose qui n'est disponible qu'en Espagne, par exemple? Mais tout à fait, madame. Vous pouvez changer virtuellement de pays en prenant une adresse IP espagnole, et ainsi avoir accès à tous les sites internet du pays, ainsi qu'à leur contenu. Et ce, sans bouger de chez vous. Ah, super! Et si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, sans vous commander, vous aurez le droit à une super offre NordVPN, qui sera satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, s'il vous plaît madame, sans vous commander parce que vous êtes gentil et tout. Le lien dans la description? Quelle description? De quoi vous parlez? Eh ben le lien qui est là, madame. Je m'en fiche, de toute façon, j'ai déjà NordVPN. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France est un peu devenue l'annexe des États-Unis. Alors, ça se ressent surtout dans la culture, même si la France a gardé ce qui fait d'elle la France, que ce soit ses produits, ses artistes ou son histoire. Mais on baigne quand même beaucoup dans la culture populaire américaine. Ça se ressent énormément au travers des films, au travers de la bouffe, au travers des chansons de certains artistes. Et même si on baigne dedans, bah on avoue qu'on aime ça. Au risque même de beaucoup dénigrer la culture française et ce qu'on fait notamment au cinéma, alors que des fois on a tendance à juger un petit peu vite. Mais par contre, s'il y a bien une différence notable entre nos deux cultures, c'est notre rapport au patriotisme. Pour faire simple, aux États-Unis, quand on aime son pays, on arbore cette bannière de partout. On prête serment devant, on la salue, et dans les moments de peine et de grande douleur, on retrouve le moral en la voyant. Pour le drapeau français, au mieux, la majorité s'en fout. Au pire, c'est un truc de facho de l'exhiber et de dire qu'on aime son pays. Y'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Thibaut InShape. Alors j'imagine que vous devez penser que l'intro est un peu hors sujet, mais c'est pas le cas. Parce que quand un film comme celui dont on va parler aujourd'hui sort au cinéma, en règle générale, il y a toujours un mec pour dire « Oh, ça y est, c'est encore les États-Unis qui gagnent, c'est toujours les États-Unis qui sauvent le monde. » Bon, déjà, tu doutes bien qu'ils vont pas faire un film où c'est le Bangladesh qui sauve le monde, premièrement. Et puis, deuxièmement, je trouve l'argument un peu inepte. Parce que, quand on réfléchit bien, dans 9 films français sur 10, c'est les Français qui gagnent. Oui, mais tu peux pas nier que, comme par hasard, ça arrive toujours aux États-Unis, leurs histoires. Oui, mais de la même manière que dans 95% des films français, l'action se passe en France. Dans 95% des films allemands, l'action se passe en Allemagne. Dans 95% des films italiens... Oui, ça va, j'ai compris l'idée. Bon. Alors je me doute que ça va faire l'objet d'un débat dans les commentaires. Mais même si les États-Unis en font un peu trop, je trouve l'argument un peu faible. Independence Day est un film d'action science-fiction états-unien sorti le 2 octobre 1996, réalisé par Roland Emmerich, le fameux réalisateur germano-américain connu pour ses films catastrophes où la planète entière menace de sauter. On a déjà parlé de son Godzilla, mais il est connu pour avoir réalisé Le Jour d'après, Universal Soldiers, 2012, Stargate, et bien d'autres films aux qualités variables, mais qui ont comme point commun les catastrophes planétaires et l'écologie. Je précise que la version du film qu'on va voir est la version longue éditée dans le Blu-ray de 2010, et qui compte 9 minutes de film supplémentaires. Nous sommes le 2 juillet. Le caméraman du film a pris le risque d'aller sur la Lune pour filmer la plaque commémorative du 21 juillet 1969. Quand soudain, un gigantesque vaisseau spatial passe au-dessus de lui et se dirige vers la Terre. 375 000 km plus loin, c'est l'émulsion dans le centre de recherche d'intelligence extraterrestre du Nouveau-Mexique, parce qu'il capte un signal produit par le vaisseau. Le même signal est capté au Pentagone, et le général Gray voit ses subordonnés lui montrer une réception radar du vaisseau. Il a un diamètre de plus de 550 km et un volume d'environ un quart de la taille de notre Lune. Mais c'est gigantesque! Ça fait la moitié de la France en longueur. Faut un TGV pour se déplacer dedans.
Excusez-moi, les toilettes, s'il vous plaît. Alors, marchez 21 km dans cette direction, et ce sera sur votre droite. Oh non, c'est trop tard. La situation étant préoccupante, le général demande à ce qu'on prévienne le président Thomas Whitmore, qui est tranquille à la Maison Blanche. J'ai la chance de dormir aux côtés d'une ravissante petite brune. Ça, je suis sûr que c'était le genre de truc que disait Bill Clinton quand il était à la Maison Blanche. Sauf qu'à l'époque, ça devait pas être sa fille qui était dans le lit. Il se pointe alors au Patagone et organise une réunion de crise avec le général Gray, le secrétaire à la défense Albert Nimziki, un autre mec, on le présente pas donc je sais pas quoi dire sur lui, et Constance Spano, la directrice de la communication. La réunion ne fait pas avancer le schmilblick, certains veulent tout faire péter, d'autres veulent attendre de savoir à quoi ils ont affaire, et c'est là qu'ils reçoivent l'information suivante. Une partie de l'ensemble s'est séparée en 3 douzaines de morceaux, faisant tout de même plus de 25 km de diamètre chacun. Et apparemment, chacun des nouveaux objets semble se placer aux 4 coins de la Terre, notamment au-dessus des principales capitales du monde. Alors, c'est vrai que j'ai vu le film plusieurs fois, mais sérieusement, sans être expert, tu vois des vaisseaux spatiaux de 25 km qui se positionnent au-dessus des plus grandes capitales du monde, ou sur des points stratégiques. À un moment, tu te doutes qu'il va se passer quelque chose. Mon général, nous avons trouvé cet artefact alien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On sait vraiment pas ce qu'ils veulent. Pendant que les objets approchent encore et toujours de la Terre, David Levinson, un analyste informaticien et écologiste, découvre qu'un mystérieux signal passe par le réseau satellite mondial et perturbe les émissions de toutes les chaînes de télé. On va orienter l'antenne sur un autre satellite. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. On dirait presque qu'il n'y a plus de satellites. De par le monde, c'est le bordel. Les gens paniquent en voyant le ciel en feu, et c'est encore pire lorsque les destroyers sortent des panaches de fumée qui les accompagnent. Puisque la situation peut tourner vilain, l'armée rappelle tous ses militaires qui étaient en permission pour la fête nationale. Notamment le capitaine Steven Hiller, un pilote d'avion de chasse chevronné qui rêve de rentrer à la NASA, mais qui ne voit manifestement pas un vaisseau spatial de 25 km de diamètre au-dessus de la ville. Le mec voit tous ses voisins se barrer et se doute de rien. Ils ont fait des travaux là, non? Il abandonne alors sa femme Jasmine, une stripteaseuse. Bon, tu passes à autre chose, s'il te plaît. Oui, bon. Il laisse aussi son beau-fils Dylan et son chien Boomer. Jasmine n'est vraiment pas contente de le voir partir, alors elle lui propose de le rejoindre à sa base un peu plus tard. Et comme il accepte, elle est contente. À l'apparition des destroyers, David comprend que le signal qui parasite les émissions télé est en fait un compte à rebours lancé par le vaisseau mère qui communique avec les autres vaisseaux en vue de planifier une attaque qui est imminente. Le signal va disparaître et le compte à rebours sera terminé. Et ensuite quoi? Échec et mat. Ouais, c'est une autre façon de dire que tout le monde va mourir, quoi. Il demande alors à son père, Julius, de l'emmener à la Maison Blanche pour prévenir le président et l'état-major du danger extrême qu'ils encourent en restant là. C'est la Maison Blanche, nom de Dieu, tu ne peux pas te pointer et sonner à la porte. Pourquoi t'es si pressé, hein? Tu crois que quand on arrivera, Washington sera plus là? Comme ils ne peuvent pas rentrer comme ça, David pirate le téléphone de Constance, qui s'avère être son ex-femme, et l'implore de les laisser entrer. Ce qu'elle fait. Du coup, il n'y a pas trop d'amertume entre eux. Au même moment, les infos diffusent la tronche de Russell Cass. Il faut les arrêter immédiatement! J'ai été kidnappé par des extraterrestres il y a 10 ans! Ils ont fait des tas d'expériences sur moi! Un ancien pilote du Vietnam devenu alcoolique, et qui manifestement est pas foutu d'épandre là où on lui demande. Tu t'es trompé de champ, espèce d'idiot! Lucas, ça ferme de l'autre côté de la ville! Tu es sûr? Et qui se serait fait enlever par des extraterrestres 10 ans plus tôt. Sauf que ça paraît pas si improbable maintenant. Une fois relâché par la police, il retrouve le parc à caravane où il habite avec ses enfants et convie tout le monde à une exode salutaire, parce qu'il sait ce qui va se passer. Sauf que son fils aîné, Miguel, a honte d'avoir un père alcoolo qui fatigue tout le monde avec ses histoires de martiens, alors il lui demande de ne pas venir avec eux. Je suis toujours ton père! Non, tu ne l'es pas. Tu n'es que l'homme qui a épousé ma mère. Dans l'idée, on peut quand même vachement moins remettre en question ses dires. Il y a quand même des preuves dans le ciel. Revenons à la Maison Blanche. Pendant que l'armée envoie un hélicoptère avec un tout nouveau système de communication lumineux, David et Julius rencontrent le président. Mais l'entente est pas cordiale, étant donné que par le passé, David et lui se sont battus à cause d'un malentendu. Mais il finit par lui expliquer que les extraterrestres placent stratégiquement leurs vaisseaux en communiquant via nos satellites. Et le temps nous est compté.
Whitmore le croit et demande l'évacuation des villes et de la Maison Blanche, mais c'est un peu tard, parce que après la destruction de l'hélico de communication et de son escorte, il apparaît clair que E.T. est pas venu pour s'habiller en fille et faire tourner une réplique du système solaire. Non, là E.T. il est là pour niquer le système solaire. Et effectivement, lorsque le compte à rebours se termine, l'attaque commence. Tous les destroyers tirent en même temps un rayon ultra puissant qui détruit la Maison Blanche. La Bank Tower, l'Empire State Building, et tout ce qu'il y a autour. Les dégâts sont considérables, similaires à ceux d'une bombe nucléaire. Mais heureusement, nos héros s'en sortent puisqu'ils ont rejoint Air Force One avec les gens les plus importants de la Maison Blanche. Ah, le fameux moment où les flammes viennent chauffer le cul de l'avion. Juste pour nous faire flipper, parce qu'on sait très bien qu'ils vont s'en sortir. Bon, après, il y a pire, hein. Il y a la fameuse scène du chien qui va peut-être mourir, mais en fait, non. Alors là, ça se passe à Los Angeles. Jasmine est coincée dans les bouchons au moment où le vaisseau fait péter la Bank Tower. Alors elle se planque dans un local technique avec le gamin et le chien et échappe de peu à la mort. Alors, une explosion, c'est pas juste des flammes. C'est aussi un souffle. Et en règle générale, le souffle précède les flammes. Là, au niveau incohérence, on est au même niveau que Jurassic World Fallen Kingdom. Oh, c'est un film. Un jour, je vais interrompre un épisode et je vais faire un laïus sur cette phrase. C'est juste un film. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le lendemain, le 3 juillet, le monde est dévasté. Et il y a que Russell que ça fait marrer. Je l'avais dit. Je l'avais dit il y a plus de 10 ans. Je l'avais dit que ça finirait comme ça, Miguel. Hein? Sur Air Force One, il y a comme un petit coup de mou. Et pour enfoncer le clou... Des nouvelles de ma femme, général. L'hélicoptère n'a pas pu arriver à Nellis. Alors pour vous resituer l'action, sa femme était à Los Angeles et a décollé un peu tard, donc son hélico s'est fait descendre. Mais elle est pas morte, elle est juste gravement blessée. Par chance, Jasmine la retrouve. Elle est gravement blessée. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu le connais? Mais évidemment, on le connaît tous. Mais c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Putain, je m'attendais pas à trouver un acteur de Carnosaur dans Independence Day. N'écoutant que son courage et mue par la volonté de retrouver l'homme qu'elle aime, Jasmine prend la route vers la base de Steve avec un camion bourré de survivants. Pendant ce temps, l'armée lance sa première offensive, mais les envahisseurs sont bien équipés. Merci, mais vous savez, je suis poussé dans la moyenne, à vrai dire. Ah, vous parliez du bouclier de protection, peut-être. Oui, effectivement, on est bien équipé. Bref, le vaisseau est entièrement protégé par un champ de force. Enfin, les vaisseaux sont protégés par un champ de force. Parce que des centaines de petits aéronefs prennent en chasse les avions de l'armée. Tous se font descendre, à l'exception de Steve, qui fait une Topper Harley dans un canyon avant de planter un des vaisseaux ennemis. Qui c'est le plus fort? Hein? Qui c'est le plus fort? Bienvenue sur la Terre. Ça, c'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Il emballe la bestiole dans son parachute et se met en route pour Dieu sait où pendant qu'Air Force One est en crise. Nimziki propose d'utiliser la bombe nucléaire pour détruire le vaisseau, mais le président est pas d'accord. Et David non plus. Vous allez tous les tuer, mais vous nous tuerez en même temps. Si nous utilisons du nucléaire, toutes les autres puissances nucléaires... Nom de Dieu! Quoi encore? Mais c'est Raphaël Sbarge! Ils ont détruit le NORAD. Alors vous voulez rendre notre planète aux dinosaures? Raphaël Sbarge de Carnosaur! Raphaël! Raphaël est parmi nous! Raphaël est là! Tout le monde s'en fout. Non mais attends, c'est le deuxième acteur de Carnosaur qu'on retrouve dans le film. C'est quoi la prochaine étape? Et là, il y a Julius qui débarque et qui cause de la zone 51. Vous avez eu un astronef? Où c'était déjà? Non, pas l'astronef. Roswell, oui, Nouveau-Mexique, pas oui. ça. Tout ça a été bouclé dans un bunker. Et c'était où alors, David? Je ne sais pas. En zone 51, pas vrai? Zone 51. Sauf que Nimziki est un peu mal à l'aise, parce que tout est vrai. À la grande surprise du président et du général Grey, qui n'étaient même pas au courant de son existence. Il fonce alors là-bas et découvre avec stupéfaction qu'il s'agit d'un énorme complexe scientifique qui étudie les extraterrestres et leur technologie depuis la chute du fameux vaisseau à Roswell. Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de cet endroit? En deux mots, monsieur le président, plausible dénégation.
Alors j'ai cherché sur internet la définition d'une dénégation plausible. Eh ben c'est vachement intéressant. Ils vont ensuite faire la connaissance du docteur Hawken. Non mais évidemment, je vais vous le dire. La dénégation plausible, en termes de jurisprudence, c'est une déclaration selon laquelle une personne soutient que les dires d'une autre personne ne sont pas véritables. Dans le cas présent, le fait de ne pas avoir tenu au courant le président des États-Unis de l'existence de la zone 51, c'est faire en sorte qu'il réponde « Franchement, non, elle n'existe pas » quand on lui pose la question. Alors qu'au final, elle existe. Mais comme lui ne sait pas qu'elle existe, quand on va lui dire « Est-ce qu'elle existe ?», il va dire « Non ». Alors qu'elle existe. Mais lui, il le sait pas. Du coup, quand on va lui demander si elle existe, il va dire « Bah non ». Alors qu'elle existe. Ouais, enfin, les gens sont tous convaincus qu'il y a des extraterrestres dans la zone 51. Donc ça ne marche pas vraiment. Bah si. Parce que ça reste des suppositions, il n'y a rien de sûr. Ils vont ensuite faire la connaissance du docteur Hawken, le chef de service qui a l'air un poil timbré. Oh, c'est... Quel plaisir. Comme vous l'imaginez, on ne nous laisse pas sortir beaucoup. Qui leur montre le vaisseau alien. Fait faire une petite visite à David, puis leur présente les 3 passagers. Des yeux, des oreilles, pas de cordes vocales. Nous supposons qu'ils communiquent entre eux par d'autres moyens. Après étude, il semble qu'ils vivent dans les mêmes conditions que nous et sont aussi fragiles. Sauf que eux ont des combinaisons biomécaniques pour se protéger. Ils sont ensuite interrompus dans leur visite par l'arrivée de Steve et de son bagage de l'espace, qui ont été récupérés par le gang des camping-cars mené par Russell. Je ne peux pas vous laisser passer sans autorisation. Vous voulez voir mon autorisation? Et pendant que celui-ci demande gentiment à un médecin s'il peut soigner son plus jeune fils qui est gravement malade... Si vous ne faites pas immédiatement quelque chose, mon fils va mourir! Oh, alors aidez-le! Steve est présenté à Whitmore et demande au général Gray s'il peut retourner à sa base pour retrouver sa future femme et son petit. Est-ce que personne ne vous a dit? El Toro a été complètement détruite. Ce qui est triste, c'est qu'à ce stade, ils pensent tous les deux avoir perdu l'autre. Ah, mais vous inquiétez pas, il y a une happy end. De toute façon, ça fait presque 30 ans que le film existe, on l'a tous plus ou moins vu, donc on sait très bien comment il se termine. Le soir, elle se pose avec son groupe dans les décombres de la base, ce qui lui permet de passer un petit moment avec la présidente. Je ne pensais pas que vous m'aviez reconnu. Je ne voulais trop rien dire. J'ai voté pour l'autre candidat. Oh, le malaise. Non mais sérieusement, la politique de votre mari, c'est un désastre. Alors il se dit près du peuple, machin, mais il se croit, il est au-dessus du peuple. Non mais sérieusement, je suis en train de me vider de mon sang. On peut pas en parler un autre moment. Ouais, d'accord, mais à ce rythme-là, quand est-ce qu'on en parle? Et là, oh miracle, un hélicoptère les survole avec à son bord Steve, qui a piqué l'engin un peu plus tôt avec la volonté de retrouver la femme qu'il aime. Dis-leur que je t'ai assommé. Bref, on assiste ensuite à l'ouverture de l'exosquelette de l'alien par l'équipe d'Hawken. Ah, regardez. Il a pas l'air vivant, hein? Eh ben si en fait. Et il est même en pleine forme, puisqu'il saccage toute la pièce, attaque les scientifiques et se sert d'Hawken pour communiquer avec le président et ses gardes du corps. Whitmore tente de négocier une trêve. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors la bestiole lui envoie un choc mental et se fait plomber. Et le docteur Hawken est mort. Donc si jamais un jour il venait à y avoir une suite à Independence Day, il serait pas là. Parce qu'il est mort. On nous l'a montré. La communication télépathique qu'il a eue avec le calmar lui a permis de voir leur passé et leurs idées futures. Ils sont comme des sauterelles. Ils déplacent leur civilisation de planète en planète. Et comme l'expérience lui a laissé un goût amer, il prend une décision. On les atomise. Sauf que ça aussi c'est inefficace. Objectif intact. Mais d'autres bombardiers peuvent avoir plus de chance qu'eux. Il ne faut pas abandonner. Alors lui c'est un vrai connard. Ou alors il a des actions dans les bombes atomiques. C'est pas incompatible, tu me diras. Cela dit, cet incident nucléaire a du bon. Mais avant d'en arriver là, on va sortir les mouchoirs. Steve est rentré à la base avec tous les survivants, et Whitmore est heureux de retrouver sa femme vivante. Sauf qu'émotionnellement, ça va être les montagnes russes. Parce que malheureusement pour elle, elle a une grave hémorragie interne, et c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Du coup, il était content de la retrouver, mais là maintenant, il est triste de l'avoir perdue. Bon, au moins ils ont pu lui dire au revoir.
Donc, le côté positif d'avoir employé l'arme nucléaire, c'est que David s'est foutu une pochetronnée et a pété un boulon. Il faut brûler la forêt tropicale, déverser des déchets toxiques, polluer l'air, détruire la couche d'ozone. Julius le réconforte et dit un truc qui lui donne une idée. Tu vas me quitter ce sol de béton glacial avant d'attraper froid, allez. Et le coup de froid, c'est un virus informatique qui va désactiver les boucliers de tous les vaisseaux. Seulement, il faut l'implanter dans le vaisseau mère. Alors pour ça, faut que la chariote vole. Et que quelqu'un sache le piloter. J'ai vu ces engins en action, je connais parfaitement leurs possibilités de manœuvre. Alors c'est marrant, mais moi il y a un autre truc qui me fait tiquer. Dites, pour implanter le virus, il faut un port USB. Jawohl, schön, nanana. Et ils en ont un, les Martiens. Une fois de plus, Nimziki n'est pas du tout d'accord avec le plan. Mais cette fois, Whitmore en a ras le bureau ovale et fait ce qu'on attend depuis 1h49 de film. Vous êtes viré. Les États-Unis envoient alors un message en morse aux armées du monde entier pour planifier une attaque mondiale contre l'envahisseur. Et comme tous les pays ont trouvé un ennemi commun, ils se préparent pour attaquer tous ensemble. Et faute de pilotes, les États-Unis recrutent tous les mecs qui ont volé au moins une fois dans un coucou. Et parmi eux, Yaki, Roysel. Et après le Vietnam, j'ai fait de l'épandage sur culture. Depuis, j'ai aussi été kidnappé par des extraterrestres il y a 10 ans. Je pige toujours pas pourquoi tout le monde se fout de sa gueule. Il y a littéralement des vaisseaux spatiaux partout dans le ciel. C'est peut-être pas ceux-là qui l'ont enlevé, si ça se trouve. T'imagines? Enfin, puisque je vous dis que c'est eux qui m'ont enlevé. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. Nous, on n'enlève pas les gens, hein. Ah bon? Ah, je vous assure. Piller, détruire, tuer, massacrer, ça on le fait tant que vous voulez. Mais enlever les gens et leur mettre des sondes dans le derche? Non. Et pas les sauvages non plus. Je pense que ce sont les Vénusiens qui vous ont enlevé. Ou les Chinois. Alors ça c'est raciste, monsieur. Non, je parle pas des vôtres. Je parle de ceux qui ont attaqué la galaxie de Gelgenox. Avant de partir pour le vaisseau mère, Steve épouse Jasmine avec Constance et David comme témoins. D'ailleurs, pour l'occasion, il sera biboche. Honoré de la garder pour le meilleur et pour le pire, et renonçant à tout autre, de te réserver pour... Et le président fait le genre de discours que seuls quelques présidents ont eu l'occasion de dire dans leur vie. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous célébrons le jour de notre indépendance. Et comme il a été pilote de chasse avant de faire de la politique, il se joint aux soldats. Les braves disent au revoir et adieu aux jolies filles. Non, une minute, attendez, il faut trouver des cigares. Non, je peux pas, j'ai jamais... Prenez-les. Les 2 derniers. C'est notre danse de la victoire. Mais pas avant le grand air de la diva. C'est important. Bien parlé. Et au petit matin, la guerre commence. Lancez, missile. Oh merde. Où es-tu? Mais c'est lequel? C'est mal barré. Steve et David foncent comme un seul alien sur le vaisseau mère, et à l'approche de l'immense base, le petit aéronef se met en guidage automatique et traverse l'immense bâtiment qui est blindé d'extraterrestres prêts à coloniser la Terre. Et une fois garé dans un parking à OVNI, David implante le virus, ce qui fait tomber les boucliers des vaisseaux, permettant ainsi à l'armée de... Bah non, du coup ça marche pas. Bon allez, retente. Ah! C'était juste pour nous faire peur. Petit canaillou. Seulement, les missiles des avions de chasse ne sont pas assez puissants pour causer suffisamment de dégâts à l'énorme disque volant qui entame son processus de destruction en chargeant son laser. C'est alors que le président a l'idée de bombarder le laser pour priver les vilains de leur arme principale. Mais manque de bol, son dernier missile n'atteint pas sa cible. Heureusement, Russell est là. Eagle 20, Fox 2. C'est bloqué. Ah, ça c'est la tuile. Alors, puisque la survie de la Terre et de ses enfants est plus importante que tout, il se sacrifie en fonçant dans le rayon. Salut les mecs! C'est moi! Et l'explosion crée une réaction en chaîne qui détruit tout le vaisseau. La nouvelle fait chaud au cœur, mais pendant ce temps, David et Steve ne peuvent pas repartir étant donné que leur vaisseau est coincé. Et se doutant qu'un truc cloche, le gardien du parking ouvre de force les volets du pare-brise. Dans un premier temps, il se planque, mais bon, foutu pour foutu, autant tout faire péter. Et par chance, le largage les a débloqués.
Alors ils foncent rapido vers la sortie, sortent in extremis, et le vaisseau mère explose dans un panache bruyant et joliment bleuté. Alors on pourrait relever le fait que l'explosion fait énormément de bruit alors que la propagation du son dans l'espace est nulle, mais ce que je retiens surtout c'est le fait que cette bombe, qui est pas spécialement très grosse, a quand même fait péter un vaisseau spatial de 500 km de long. 500 km. Alors peut-être qu'il y a eu une réaction en chaîne dans le vaisseau, hein, on sait pas, ça n'est pas montré. Là, tel qu'on le voit, on a l'impression que c'est vraiment l'explosion de la bombe qui fait que ça pète. Mais 500 km de rayon d'action, c'est plus que n'importe quelle bombe au monde. C'est même plus que la Tsar Bomba, qui est la plus grosse bombe nucléaire jamais créée. Matériel américain, c'est quand même vachement efficace, hein. Pardon, matériel états-unien. À la suite de la destruction du vaisseau principal, tous les vaisseaux de par le monde se plantent dans les choux. La menace est vaincue, le monde est sauvé, Whitmore est le seul et unique président à avoir affronté des extraterrestres, donc autant dire qu'il va être réélu. Quant à Steve et David, ce sont deux héros qui retrouvent leur femme et le plancher des vaches. Independence Day est un ovni, sans faire de jeu de mots. C'est un ovni déjà de par son approche du genre et du sujet, qui dénote complètement de ce qu'on avait connu jusque-là, mais aussi de par son processus de production et l'histoire de sa création. Parce que l'idée est venue à Dean Devlin et à Roland Emmerich pendant une conférence de presse donnée pour Stargate. Et ça s'est passé à peu près comme ça. Samantha White pour Huffington Post. Puisque vous avez fait un film où il y a des extraterrestres, on est bien d'accord que vous croyez aux extraterrestres. Personnellement, pas du tout. Oui, non, franchement, non, c'est pour l'argent qu'on a fait ça, hein, pas d'arrière-pensée. Hein. D'accord, donc à aucun moment vous vous dites qu'il est possible que des extraterrestres arrivent dans un vaisseau de 10, 15, 20 km au-dessus de nos têtes pour anéantir notre civilisation? En vrai, ça pourrait être une super bonne idée, Rolly. Je pense qu'on tient notre prochain film, là. Comme quoi, les journalistes peuvent avoir des bonnes idées. D'ailleurs, il paraît que pour Michael Bay, ça se passe à peu près comme ça. Vous n'avez jamais envisagé de... Eh, l'homme point, là, tu vas arrêter tes bruitages, là? Tu vas arrêter tes bruitages, oui? Très rapidement, les studios ont été intéressés, mais il y avait une condition de taille pour faire le film. Le sortir pour la semaine du 4 juillet de l'année 96, ce qui donnait un peu plus d'1 an pour le réaliser. On en a déjà parlé dans Les Dents de la Mer 4, mais un délai d'1 an entre l'idée de faire un film et sa sortie, c'est très court. Cependant, ils n'avaient pas le choix. Sortir un film qui s'appelle Independence Day le 4 juillet aux États-Unis, niveau pub, ça envoie du lourd, et comme Tim Burton arrive au mois d'août avec son Mars Attacks, il faut le devancer. Alors, ils ont écrit le scénario définitif du film en 1 mois et se sont lancés dans la production de celui-ci dans la foulée. On retrouve dans cette histoire certains éléments chers à Roland Emmerich. L'écologie, à travers le personnage de David, qui roule en vélo et gueule quand ses collègues de travail ne jettent pas les canettes de coca dans les bonnes poubelles. La bombe nucléaire, dont l'effet inutile est renforcé par le fait qu'elle est lancée sur le territoire américain. Et puis il y a la dimension humaine, et surtout le fait que, parmi les protagonistes, il y a beaucoup de Monsieur Tout-le-Monde qui font leur part pour sauver le monde. Que les politiciens et les militaires gèrent une guerre est tout à fait logique, mais que des civils y prennent part et aient un vrai impact sur son dénouement, c'est pas ordinaire. Et le film est bourré de drames humains. Bien sûr, il y a des millions de morts dues aux explosions, mais il y a aussi des gens qui croient avoir perdu des êtres chers et qui les retrouvent. Malheureusement, il y en a d'autres qui les perdront malgré ça. D'autres voient leur relation père et fils devenir plus forte, alors qu'ils se sont jamais vraiment dit je t'aime. Et puis, certains retrouvent l'estime de leurs enfants après avoir accompli un acte d'une grande bravoure. Alors, je suis d'accord avec vous, rien de nouveau sous le soleil. Mais je suis sensible à ce qui se passe dans ce film. Parce qu'on peut avoir une très bonne histoire, une très bonne mise en scène et de très bons effets. Si votre film ne dégage pas d'émotion, pour moi c'est raté. C'est rien de plus que des images sur une pellicule. L'émotion, c'est l'humain. Et c'est quand même la base de chaque histoire. C'est qu'on ait de l'empathie pour les personnages, c'est qu'on se mette à leur place. Et pour ça, il faut qu'il y ait un échange d'émotions. C'est comme quand on raconte un conte à un enfant. Lui, il en a rien à cirer de savoir si le combat du chevalier contre le dragon va se faire en slow motion avec un superbe fond derrière de lumière orange et rouge parce que c'est dans un volcan.
Il s'en tamponne, lui, tout ce qu'il veut, c'est que le chevalier gagne. Il veut que le dragon meure, et il veut que le chevalier reparte avec la princesse. Donc, certes, la technique est hyper importante, mais avant tout, ce qui est transmis comme émotion et comme valeur humaine, c'est aussi important. Bon, c'est vrai que l'histoire est aussi un croisement de destins humains qui repose sur beaucoup trop de facilité scénaristique et de bonne fortune. Sérieusement, déjà juste le synopsis. Il y a un mec lambda qui répare le câble à New York, qui comprend que le signal extraterrestre est un compte à rebours, et qui en parle avec le président par l'intermédiaire de son ex qui travaille à la Maison Blanche, et qui finalement vainc les méchants aliens en leur foutant un virus informatique, inspiré par son père, qui fonctionne, alors que la technologie alien est ultra avancée par rapport à la nôtre, pendant que dans un autre coin, il y a un mec qui passe pour un dingue, et qui arrive au moment fatidique avec son unique missile pour sauver la situation. Il faut quand même avouer que les probabilités sont folles. Après, si on faisait un film sur ce mec-là, par exemple, est-ce qu'on peut aller plus vite? Bah, le film se terminerait au bout d'une demi-heure et tout le monde dirait que c'est nul. Donc, il y a un moment, il faut savoir, c'est soit on fait un film sur des gens qui réussissent en ayant énormément de chance, ou alors on fait un petit court-métrage sur un mec qui crève dans sa voiture. Et il y a quand même pas mal de personnages qui servent à rien. Dans la partie narrative, j'ai à peine abordé les enfants de Russell, parce qu'ils sont pas intéressants. Il y a que Miguel qui a vraiment un intérêt. Son dernier est malade, et l'arc narratif autour de sa fille consiste à savoir si elle va mourir vierge ou non. C'est un peu le même délire avec lui et le général Grey. Ils auraient pas été là, le film se serait déroulé à peu près pareil. Nimziki en revanche est intéressant. C'est l'archétype du sale con de l'état-major qui ne pense qu'à vitrifier les menaces et ne réfléchit à rien d'autre. Et puis il y a le président. Non mais quelle publicité pour la Maison Blanche. Le mec perd sa femme, fait un discours incroyable. D'ailleurs, Devlin et Emmerich ont voulu que le discours soit aussi percutant que celui d'Henri V dans la pièce éponyme de William Shakespeare. Et en plus, il prend part au combat. Comment tu veux pas voter démocrate après ça? J'ai dit démocrate au hasard, hein. Commencez pas à vous exciter dans les commentaires. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, et pour être honnête, j'en ai strictement rien à foutre. La politique, c'est pour ceux qui ont le temps. Moi, je fais comme Jean Gabin, je subis. Évidemment, le film n'est pas le premier à montrer une attaque extraterrestre de la Terre. Mais son approche du genre est plutôt intéressante, et même assez surprenante. C'est le premier à avoir montré des vaisseaux immenses et une destruction aussi colossale de notre civilisation. Comme pour Jurassic Park, j'aurais vraiment voulu être là en 96 pour voir la réaction des gens dans les salles de cinéma. Il paraît que pendant les projections test, le public hurlait, applaudissait et félicitait les héros d'avoir vaincu les vilains aliens. Et les projections test leur ont aussi permis d'enlever une scène jugée comme ridicule, à savoir celle où Russell fonce dans le laser d'un des vaisseaux. Dans la version de base, il devait y aller avec son avion à épandage, mais les gens ont tellement ri en voyant ça qu'ils ont retourné des plans avec un F-18. Comme quoi, il faut rester à l'écoute du public. Au passage, ils ont aussi fait une projection privée à la Maison Blanche avec la famille Clinton, à la demande de Bill Clinton lui-même. C'est beau. Et on peut dire ce qu'on veut de sa façon de mettre en scène, mais Emmerich sait créer des images qui restent en tête. Évidemment, les vaisseaux tirant sur les bâtiments sont les premières images qui nous viennent quand on parle d'Independence Day, mais les destroyers qui percent les nuages dans le ciel, les flammes courant sur le fuselage de l'avion qui décolle, ou encore le reflet dans l'œil de l'extraterrestre pendant l'autopsie, tout ça, c'est des super plans et des beaux moments à voir. En soi, je trouve pas sa mise en scène hors du commun, mais il a parfois des fulgurances. Bon, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il est pro-américain ce film? Enfin, d'après les critiques. Parce que apparemment, Roland Emmerich et Dean Devlin n'avaient absolument pas cette intention-là. Ce qu'il voulait montrer dans ce film, c'est l'union humaine face à une menace commune. Peu importe d'où l'on vient, qui on est et de quel niveau social on est, on peut tous s'unir et affronter la vague de face. Même si l'ennemi détruit nos valeurs et nos symboles de puissance, on peut se relever et faire face, parce que l'humain est un et indivisible. Mais c'est pas si évident. Parce que c'est vrai qu'on ne voit ça que du point de vue des États-Unis, et que c'est eux qui trouvent la solution à tout. Bon, on voit vite fait d'autres pays et d'autres armées, mais c'est très bref. Donc, c'est vrai que ça y ressemble, mais c'était pas l'intention de base. À l'époque de sa sortie, Independence Day a été un raz-de-marée au box-office. Ayant bénéficié d'un budget de 75 millions de dollars de l'époque, ce qui est quand même énorme, c'est 12 millions de plus que Jurassic Park, mais 25 millions de moins que Terminator 2, le film a engrangé un total de 817 millions de dollars de recettes. Pour vous donner une idée, si ce film avait été fait en 2024, son budget aurait été de 154 millions de dollars et ses recettes se seraient élevées à 1,687 milliard de dollars, s'il avait eu le même succès. En fait, à l'époque, le film a eu un succès et un budget comparable à celui de Jurassic World en 2015. C'est énorme. Et évidemment, comme toutes les grosses licences et comme les gros films à succès, il y a eu tout un tas de produits dérivés. Je me rappelle que quand j'étais gamin, j'avais le gros Alien avec le petit à l'intérieur. Il y avait aussi les cassettes avec les hologrammes, pour ceux qui se rappellent. Ils avaient même sorti une version double cassette, où il y avait le film et le making-of.
Puis bah forcément, hein, comme ça a vachement bien marché, ils ont fait une suite. Alors ils ont eu du temps avant de la faire, parce qu'ils voulaient absolument avoir un bon scénario. Un bon scénario. Ouais, ça je pense que c'est comme pour le patriotisme, c'est qu'ils avaient peut-être pas l'intention de faire un film de merde, mais du coup... Enfin bon, on y reviendra plus tard. Aux États-Unis, il n'avait pas tellement de concurrents sérieux. The Rock de Michael Bay et le professeur Folding de Tom Shadyac faisaient de beaux scores, mais ne pouvaient absolument pas prétendre à atteindre ne serait-ce que la cheville d'Independence Day. S'il était sorti 2 mois plus tôt, il aurait peut-être pu se chicoter avec Twister. Mais le hasard, ou un mec qui avait le nez fin, a fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Même topo en France. Twister était sur la fin de son exploitation, le professeur Folding n'était pas de taille à faire de l'ombre au film d'Emmerich, et même si 3 semaines après sa sortie, il a été détrôné de la première place par Mission Impossible, le film a tout de même fait 5 656 000 entrées en France. Et à l'époque, le film en mettait plein les yeux, les effets spéciaux étaient bluffants, il y en avait de partout, et c'était vraiment crédible. Et je trouve qu'à l'instar de films comme Jurassic Park, Terminator 2, Twister, et même Starship Troopers, il vieillit très bien. Même si aujourd'hui il y a quand même 2 ou 3 plans qui font un peu vieillot. Le film est un rassemblement de toutes les techniques d'animation de l'époque et des temps passés. Animatronique, miniature, composition par ordinateur et effets numériques, tout ça a permis à la fois d'économiser beaucoup d'argent, parce que tout faire en numérique aurait coûté les yeux de la tête, mais aussi de ralentir le vieillissement du film. Ce qui ressort surtout des différents making-of, c'est qu'ils ont employé un nombre hallucinant de miniatures, et la plupart ont servi pour des séquences de quelques secondes. Le Washington Monument, la Statue de la Liberté et le Lincoln Memorial ont par exemple été utilisés dans la séquence où l'ombre du destroyer passe sur la ville. Pour les explosions de l'Empire State Building et de la Bank Tower, ils ont fabriqué des miniatures de 2 mètres de long qui ont été couchées sur le sol, tandis que la caméra était fixée au plafond du hangar. D'ailleurs, l'explosion du laser du destroyer était la même que celle de l'Empire State Building. Ils l'ont juste mise dans l'autre sens et ont rajouté quelques effets. La Maison Blanche était une maquette de 4 mètres de long, d'1,80 m de haut et d'1,50 m de large, vide à l'intérieur et comportant une partie des jardins et des grilles d'enceinte. Et à elle seule, elle a coûté 50 000 $. 7 caméras ont été installées autour du plateau pour avoir l'explosion sous différents angles, et au cas où la première prise n'aurait pas été bonne, il y avait une seconde maquette de prévue, mais heureusement ils n'en ont pas eu besoin. Enfin, c'est ce que dit Roland Emmerich dans le making-of. Parce que dans le Man Movies paru à l'époque et consacré au film, il y a un membre de l'équipe technique qui dit qu'il y avait une maquette et une autre en préparation. Et si on lit l'interview d'un autre membre de l'équipe technique qui a été donné pour Effets spéciaux 2 siècles d'histoire, il y avait 3 maquettes. Alors qui il faut croire, je sais pas. Par contre, je vous invite chaudement à aller sur la chaîne YouTube Movies Miniature Effect. Ce sont des compatriotes qui recréent certaines scènes emblématiques de gros films de ce genre, et qui le font avec des miniatures. Ils ont notamment refait l'explosion de la Maison Blanche d'Independence Day, la chute du camion dans Duel, et même le Titanic qui coule. Franchement, ils font un super boulot. Mais faire exploser ces répliques n'est pas une chose aisée. Il faut calculer minutieusement la quantité d'explosifs à mettre, et surtout faire en sorte que l'explosion ne soit pas trop rapide, et puis qu'elle ne projette pas de débris sur les gens ou sur les caméras. Et pour ce faire, les pyrotechniciens ont créé des explosions en 2 temps. D'abord une première qui souffle les fenêtres des miniatures, et ensuite l'explosion principale qui souffle tout. Ça paraît insignifiant, mais le rendu dans le film est génial, et transmet l'onde de choc provoquée par le rayon avant qu'il ne fasse tout péter. Et pour cette séquence, justement, l'équipe a fabriqué une miniature de la ville sur une plateforme de 6 mètres de long et de 2,50 m de large. Elle a été mise à la verticale à environ 100 degrés pour que les flammes de l'explosion remontent naturellement le long de la plateforme. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est de faire en sorte que les flammes suivent l'inclinaison de la plateforme. Il a fallu ensuite mettre le plan dans le bon sens pour donner l'impression que la déflagration traverse les rues. Des miniatures ont aussi été employées dans la scène de course-poursuite entre Steve et E.T. Ils ont utilisé une miniature du canyon, une de l'avion et une du vaisseau. Concrètement, la plupart des plans de choses qui volent ont été faits avec des miniatures. Que ce soit pour les destroyers, qui faisaient environ 3 mètres de diamètre, le Air Force One, qui faisait plus d'1 mètre, et pour la multitude de F-18 et de vaisseaux spatiaux aliens. Et dans un souci de réalisme au niveau du gigantisme, l'équipe a fabriqué un destroyer de 30 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et parmi les répliques grandeur nature, on peut compter le cockpit du F-18, qui a été filmé sur fond bleu, et puis le vaisseau caché dans la zone 51, qui était un formidable engin de 20 mètres de diamètre. Alors j'imagine que certains et certaines d'entre vous ont dû se dire « Mais pourquoi ils n'ont pas pris des vrais avions pour tourner ça ?» Et bien tout simplement parce que l'armée devait leur prêter du matériel,
Sauf qu'en voyant qu'il était fait mention de la zone 51, ils ont dit « on vous le prête à condition que vous enleviez la zone 51 ». Dean Devlin et Roland Emmerich leur ont dit « non, c'est mort ». Du coup, l'armée a dit « bah, démerdez-vous pour trouver du matos ». Viennent ensuite les autres effets pratiques du film, notamment celui des masses nuageuses qui précèdent l'arrivée des destroyers. Pour ça, ils ont plongé une rangée de spots électriques dans un aquarium où se trouvait de façon hétérogène de l'eau douce et de l'eau salée. C'est-à-dire qu'en bas, il y avait l'eau salée qui a une densité plus forte, et en haut, il y avait l'eau douce. Et en mettant en route les lumières, les eaux ont chauffé et se sont mélangées en formant un genre de nuage. Et pour donner l'illusion qu'il y a des flammes derrière, ils ont peint les spots de différentes couleurs. Pour concevoir les aliens du film, Emmerich a fait appel à Patrick Tatopoulos. Il avait déjà travaillé avec lui sur Stargate, et 2 ans après, ils allaient travailler ensemble sur Godzilla 98. Et étant donné que le scénario ne décrivait rien sur les aliens, il a pu laisser libre cours à son imagination. Le mot d'ordre d'Emmerich était de faire quelque chose qui soit familier du public tout en innovant. Et effectivement, on retrouve ce côté martien et grosse tête qui voyage dans une soucoupe volante. Mais il y a de sacrées différences avec ceux de Mars Attacks ou de la Guerre des Mondes. Tatopoulos a designé 2 types d'aliens. Un frêle, très proche de l'image de Roswell, et un balèze vachement plus antipathique. Et ne sachant pas lequel choisir, Roland Emmerich a proposé de combiner les 2. En fait, le petit est trop fragile pour voyager tel quel, alors il se sert d'une autre espèce bien plus massive, et capable de voyager sans protection, pour le transporter. C'est pas une simple armure biomécanique, comme c'est dit dans le film, c'est un être vivant qui ouvre sa tête pour mettre quelqu'un dedans. Une fois les designs choisis, Tatopoulos et son équipe ont lancé la fabrication de plusieurs costumes d'extraterrestres, ainsi que de plusieurs parties de leur corps. Pour les gros plans, il y avait un opérateur qui portait un costume composé de la partie haute du grand alien et dans laquelle se trouvait la partie haute du petit alien. Et 2 opérateurs faisaient bouger les tentacules en agitant les bras. Étant donné que pour certaines scènes, ils ont fabriqué des bras et des jambes articulées, mais que les opérateurs n'arrivaient pas au bout des bras, concrètement leurs doigts s'arrêtaient au niveau des poignets, ils ont employé différentes techniques pour faire bouger les mains. Soit elles étaient déjà dans la position voulue, soit elles étaient animées par un opérateur avec des câbles, soit elles étaient animées avec une télécommande à distance. Pour la scène de l'autopsie, Tatopoulos a fabriqué 4 têtes, et chacune avait une fonction. La première était simplement l'alien tel quel, une autre s'ouvrait, une autre avait le petit alien à l'intérieur, et la dernière servait pour le moment où il se dégage du grand alien. D'ailleurs, pour l'animer, lui, il a fallu 7 opérateurs, histoire de bouger absolument toutes les parties de son corps, de la tête au bout des doigts. Et pour ce plan, Tatopoulos a fabriqué une tête plus grosse, avec un œil miroir pour qu'on puisse voir les acteurs à l'intérieur. Ce qui a permis de faire économiser beaucoup de temps et d'argent à la production, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de le faire en images de synthèse. D'après les spécialistes des effets spéciaux qui ont travaillé sur le film, le rapport effet pratique, effet numérique était de 80-20. 20% de l'effet numérique, ça paraît pas beaucoup. Mais ça représente quand même 400 plans dans lesquels il y avait un total de 4000 effets numériques. Et il a fallu 300 personnes pour les faire. Les effets numériques du film ont été assurés par 2 sociétés. La première, The Post Group, qui compte plus de 1000 crédits à son actif, a notamment bossé sur les effets spéciaux de Ghost, Titanic, L'homme au masque de fer, et sur l'attaque de la pin-up géante, qu'on a déjà entrevue dans Un monstre de l'été. Et la deuxième société était Vision Art, une société qui est à l'origine des premiers effets numériques sur les séries Star Trek, et qui a bossé sur la série Dr. Dolittle en 94, sur le film éponyme avec Eddie Murphy, ainsi que sur Godzilla 98. Pour réaliser les trucages du film, les animateurs ont utilisé 2 techniques, la composition d'images et la création d'effets numériques. Avec la composition, on peut faire ce genre de plan. D'un côté, on prend le plan obtenu avec l'embrasement de la maquette, ensuite, on rajoute les gens filmés sur un fond bleu en train de fuir pendant que des bagnoles leur tombent dessus. On rajoute aussi un plan où un opérateur projette des petites voitures sur un fond bleu, et on rajoute des débris générés par ordinateur. Ensuite, on retouche les lumières et la couleur, on rajoute quelques détails, et on obtient un plan de gens qui fuient un nuage de flammes, qui projettent des voitures dans tous les sens en détruisant tout sur son passage. Pour les séquences de course-poursuite entre les vaisseaux et les F-18, l'équipe a créé une intelligence artificielle qui faisait elle-même les trajectoires de poursuite, permettant ainsi aux équipes de travailler, selon leur dire dans le making-of, 10 fois plus vite qu'avant. Et c'était en 95. Pour l'époque, c'était une révolution. Et le pire, c'est qu'il y a eu 150 F-18 et 250 aéronefs extraterrestres à animer. Un par un. Donc ça leur a fait gagner énormément de temps. Pour les plans de poursuite dans le canyon ou lorsque les destroyers quittent le vaisseau mère, ils ont utilisé une caméra téléguidée par ordinateur montée sur 3 axes de rotation. Les opérateurs programmaient une trajectoire similaire à celle des plans tournés dans le canyon, et c'était elle qui faisait tout. La maquette ne bougeait pas. Pour ce qui est des décors grandeur nature, j'ai pas beaucoup d'informations. Ce qui est plutôt étonnant quand on voit les heures et les heures de bonus qu'il y a sur le Blu-ray et toutes les informations qu'il y a sur Internet. Le film a en grande partie été tourné dans les studios de Los Angeles, mais quelques plans de la Maison Blanche ont été tournés à l'extérieur, avec un bout de bâtiment qui fait quand même la taille d'une maison.
Le raid des camping-caristes a été tourné dans le Bonneville Flat Salt, un désert de sel situé dans le nord-ouest de l'Arizona, et ils ont employé 150 véhicules différents pour cette scène. Et dans certains bonus, on peut voir ce décor gigantesque de villes détruites, sur lequel il n'y a quasiment pas d'informations, ce que je trouve hallucinant, parce que merde, c'est du vrai quoi tout ça, et en plus c'est immense. Stop! Avant d'aller plus loin et de vous parler de la musique du film, il faut que je vous parle d'un petit changement qu'il va y avoir dans le format de Monstres de film. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cette petite vidéo, on est vendredi, il est 16h, la vidéo sort dans 2 heures. Ce qu'on fait avant de sortir une vidéo, c'est qu'on la met en ligne sur YouTube. Alors on la met en non répertorié, comme ça vous pouvez pas la voir, il n'y a que nous qui y avons accès. Mais ça nous permet d'avoir toutes les informations qu'il y a au sujet des problèmes de droit, que ce soit pour la musique ou le film. Et le problème, c'est que comme j'adore parler des musiques de films, j'ai envie de mettre des morceaux assez longs. Seulement, à partir de 6 secondes, YouTube nous détecte et nous enlève au mieux la monétisation, ou au pire nous empêche de mettre la vidéo en ligne. Donc la parade qu'on a trouvée, histoire de sauvegarder la monétisation de la vidéo principale, c'est que la musique, on va en parler, mais de manière très succincte. Vous verrez, les morceaux sont très courts, pas plus de 6 secondes. En revanche, en parallèle, on va sortir une autre vidéo, dans laquelle il va y avoir des morceaux beaucoup plus longs, pour que vous puissiez mieux apprécier la musique du film. Alors n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Et très franchement, je pense que c'est le meilleur moyen pour nous de pouvoir nous éclater à parler du film, tout en arrivant à sauver les meubles. La bande originale a été composée par David Arnold. On le connaît évidemment parce qu'on a parlé de Godzilla 98, mais il a aussi travaillé sur Stargate et sur une partie de la saga James Bond, à savoir de Meurt un autre jour à Quantum of Solace. Je trouve son travail toujours aussi bon, même s'il m'a moins marqué que celui de Godzilla 98. En même temps, je l'ai beaucoup moins écouté. Et comme pour ce dernier, il y a des thèmes attribués à différents personnages ou situations. Je suis obligé de commencer par le plus emblématique, à savoir le thème de la victoire, le thème de l'humanité qui se lève face à toutes les menaces et qui tient jusqu'au bout. Difficile de pas être galvanisé par ce thème. Et on l'entend d'ailleurs souvent quand on voit Russell dans un avion. Ensuite, il y a le thème de la menace extraterrestre. D'abord inquiétant et lent, il ne laisse pas de doute quant aux intentions des aliens. Et puis, il prend une ampleur diaboliquement épique lorsque les destroyers se dévoilent et que l'attaque survient. On peut aussi entendre des thèmes classiques, comme celui de l'action militaire, et des morceaux d'ambiance qui évoquent la désolation après attaque. La détresse des survivants. Ou bien le courage qui reprend petit à petit place dans le cœur des gens. C'est vraiment une chouette bande originale narrative, comme David Arnold sait les faire. Alors pour le casting, gros blockbuster oblige, il y a un paquet de trucs à dire. Bon, déjà, Will Smith. Ce mec est un touche-à-tout à qui tout réussit. Il a démarré dans la musique, mais c'est avec la série Le Prince de Bel-Air qu'il a acquis une jolie notoriété. Mais c'est un peu plus tard, avec Bad Boys et Independence Day, qu'il a accès à une notoriété mondiale. Par la suite, il jouera dans des grosses productions comme Men in Black et ses suites, et dans les suites de Bad Boys d'ailleurs, dans le difficile Wild Wild West, iRobot, Je suis une légende ou encore Hancock. Au passage, il semblerait qu'il ait refusé le rôle de Neo dans Matrix pour jouer dans Wild Wild West. Il le regrette encore aujourd'hui. Mais il s'est aussi illustré dans la comédie avec Hitch, dans les drames avec Cette vie et À la recherche du bonheur, et dans les biopics, notamment avec Ali et La méthode Williams. Bref, c'est un acteur à la carrière jalonnée de succès et d'un peu d'échecs, comme After Earth par exemple, qui a multiplié les nominations et les récompenses au travers de 3 décennies, bientôt 4. Ça claque. Ensuite, le grand Jeff Goldblum. Le mec lunaire dont Steven Spielberg a dit « On dirait que ce mec invente ses dialogues quand il joue ». Lui qui avait commencé en violant la femme de Charles Bronson dans Un justicier dans la ville, n'a pas eu besoin d'Independence Day pour asseoir sa notoriété, puisque La mouche et Jurassic Park s'en étaient déjà chargés. Relégué au second plan dans les années 2000, il a repris du poil de la bête en jouant dans la suite d'Independence Day, dans Thor Ragnarok, et dans Jurassic World 2 et 3. D'ailleurs, il est le seul acteur avec B.D. Wong à avoir joué dans 4 films de la licence Jurassic Park.
Sinon, c'est un habitué des films de Wes Anderson, autant en présence physique qu'en doublage, et on a pu le voir dans les films du genre comme Chien et Chat et dans la série New York Section Criminelle. Bon après, c'est le même délire que Will Smith, il a une énorme carrière qui serait très difficile à aborder en 1 minute. On retrouve Bill Pullman, le gardien des eaux et forêts de Lake Placid et le psy pour fantôme de Casper, qui a débuté en jouant dans La folle histoire de l'espace et L'emprise des ténèbres, et a varié les rôles et les réalisateurs en jouant dans Lost Highway, The Grudge, dans Equalizer 1 et 2, ainsi que dans les séries 1600 Pen et The Sinner. Ah, et il a joué aussi dans Branded de Adam Simon, le mec qui a réalisé Carnosaur. C'est toujours sympa de se rappeler les classiques. Surtout que l'ombre de Carnosaur a plané sur le film, hein. C'est quand même mystique. L'actrice Mary McDonnell s'est fait connaître en jouant dans Danse avec les loups, dans Donnie Darko et Scream 4, mais aussi en jouant dans la série Battlestar Galactica. Judd Hirsch s'est fait connaître en jouant dans À bout de course, un homme d'exception et tout récemment dans The Fabelmans. Ah, et apparemment il a joué dans Sharknado 2 aussi. Bon, forcément c'est moins bien. Après, c'est pas le seul acteur connu qui est apparu dans la licence Sharknado. Le vétéran Robert Loggia a joué dans Big, Scarface, et dans 3 films de la saga La Panthère Rose. Le frère de Dennis Quaid, Randy Quaid, a joué dans Midnight Express, Jour de tonnerre, dans Pluie d'enfer, dans Plutonnage, que j'ai vu depuis l'épisode sur Tremors, et effectivement il est pas terrible. Et sa voix, qui est celle de Gilbert Lévy, me donne l'impression que c'est lui le vrai oncle Jimbo. Eh, fais attention avec ça, c'est dangereux. Tu veux renverser ta bière? Constance Spano a une carrière très riche en série, mais a notamment joué dans Ce que veulent les femmes. Et je pense que je vais abréger parce que sinon on y est encore le mois prochain. Harvey Fierstein était le frère de Robin Williams dans Madame Doubtfire. Tout du moins je le connais que de là. D'ailleurs, il y a croisé Lisa Yacoub. Quant à Adam Baldwin, on le reverra dans Predator 2. Pour ma part, j'apprécie Independence Day comme j'apprécie la majorité des films de Roland Emmerich. C'est-à-dire comme des gros blockbusters qui en foutent plein la gueule et qui ont des défauts. Mais comme 90% des films qui sortent au cinéma. Je reste persuadé que c'est ce film-là qui a lancé le truc du « Ah, c'est encore les États-Unis qui sauvent le monde ». Et je crois que c'est une référence du genre. À savoir le genre du film patriotique. Cela dit, je pense aussi que c'est un film qui appartient à une époque révolue. Une époque où il y avait encore beaucoup de films qui pouvaient nous raconter des histoires hors du commun et où les effets numériques et pratiques se mariaient à merveille. Je vous laisse sur la Marseillaise, et on se retrouve dans quelques semaines pour un festin bien gore. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes soldats qui viennent jusqu'à dans vos bras.